Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Traquer l'argent des criminels, des délinquants et des terroristes. C'est la mission de Tracfin, le service de renseignement du ministère français de l'économie et des finances. Pour en parler, je reçois son directeur, Bruno Dalle. Bonjour Bruno Dalle. Bonjour. Alors, je précise, Tracfin, ça veut dire traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Comment vous travaillez? Vous êtes une agence de renseignement? Oui, on a choisi un terme compliqué pour une mission très simple en réalité. Nous sommes un service secret spécialisé. Nous sommes le plus petit service de renseignement français, mais nous sommes aussi le plus spécialisé. Notre matière première, c'est le renseignement financier. Et par rapport aux autres agences de renseignement, notre particularité, c'est que nous n'avons pas des agents avec des imperméables et des lunettes noires qui vont gérer des sources et chercher du renseignement. Nous, le renseignement vient à nous parce qu'on bénéficie de ce qu'on appelle le dispositif législatif anti-blanchiment et financement du terrorisme, qui oblige un certain nombre de professionnels, principalement du secteur financier, à faire des déclarations de soupçons. Les banques essentiellement, etc. Dès qu'ils estiment qu'il y a de l'argent pas très clair, l'information remonte automatiquement, c'est ça? Le principe est simple, c'est pas tout automatique, c'est quand même avec un traitement informatique, une analyse, et justement il ne faut pas que ça soit automatique, puisque la loi dit qu'on doit nous informer lorsqu'il y a un soupçon. Et il faut caractériser ce soupçon, et ce soupçon peut être à la fois sur l'origine des fonds, l'origine illicite des fonds, ou sur la destination des fonds, et là on retrouve les problématiques de lutte contre le financement du terrorisme. Alors vous avez publié récemment votre bilan. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une persistance des schémas traditionnels de blanchiment. Alors lesquels? Alors, c'est pas un bilan, c'est une analyse. C'est-à-dire que chaque année, on fait deux rapports, pour simplifier. Un rapport d'activité, là, c'est le bilan, et puis un rapport d'analyse. Les tendances du marché du blanchiment, voilà. C'est-à-dire les nouvelles formes. Et effectivement, comme vous le soulignez, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles formes que les méthodes traditionnelles ont disparu. Et effectivement, dans les méthodes traditionnelles, on insiste sur plusieurs. La première, c'est le maintien de la circulation du cash, de l'argent liquide. Je veux dire, quand on achète de la drogue, quand on prend une prostituée, on ne paie pas avec sa carte bleue. Non. On sait bien, encore que c'est déjà arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a de l'argent liquide qui circule. Et donc notre mission, c'est d'essayer de limiter la circulation de l'argent liquide. Donc là, on fait des propositions aux autorités politiques, nationales, internationales. Et en même temps, lorsqu'il y a des retraits de fonds en espèces, des dépôts de fonds en espèces, lorsqu'il y a des opérations anormales, on est là pour essayer de traquer, comme vous dites, avec aussi une administration qui est très engagée sur ce domaine, qui est l'administration des douanes, qui a une infraction particulière qui s'appelle le manquement à l'obligation déclarative sur les circuits de cash. La deuxième chose qui existe toujours, c'est les systèmes de transfert de cash avec ce qu'on appelle la Walla dans un contexte communautaire. Et à l'intérieur de ces transferts de fonds et de ces systèmes de compensation, l'argent du travail dissimulé, l'argent de la drogue, le financement du terrorisme, l'argent de toutes les activités illégales se retrouvent. Et enfin, autre forme assez classique et malheureusement difficile à détecter, ce qui est la difficulté de notre travail, c'est l'utilisation du secteur économique pour assurer des transferts de fonds sous couverture d'échanges commerciaux. En clair, une société qui achète à un pays ou qui paraît acheter à un pays, c'est-à-dire qui produit des factures, en réalité, il n'y a aucun produit qui est acheté, mais les flux financiers, eux, partent vers ce pays et ça permet de faire ce qu'on appelle des pompes à blanchiment qui contournent le système financier, qui contournent le système bancaire et qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle dans notre jargon du big réseau, c'est-à-dire véritablement des organisations criminelles de transfert de fonds en utilisant l'économie légale. Alors ces schémas traditionnels, toujours très présents? Alors, on n'a pas des statistiques par définition sur quelque chose qui est clandestin. Mais disons que dans ce qu'on détecte, et c'est d'ailleurs la partie importante de notre rapport au début, on voit bien que ces méthodes-là se maintiennent. Et je dirais même que la dernière que je viens d'évoquer aurait peut-être tendance à se développer compte tenu des efforts qui ont été faits par le secteur légal pour améliorer la détection et la lutte contre le blanchiment. Plus nos capteurs sont efficaces dans les banques et dans les assurances, plus les organisations criminelles, plus les voyous financiers vont mettre en place des systèmes de contournement. Et à côté de ça, des nouveaux risques, avec la révolution numérique, ce qui vous fait énormément de travail. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ces nouveaux risques? Enfin, qu'est-ce qu'il faut regarder le plus? Tout. Dis donc. Parce que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que ces nouvelles, ce qu'on appelle la fintech, c'est très bon pour le développement économique. Ce sont des nouvelles activités. Et donc le message important à faire passer au plan mondial, c'est de dire c'est bien pour l'économie, mais à une condition, que ça soit régulé. Et que ça soit régulé notamment au regard des obligations anti-blanchiment. Deux exemples.
Premier exemple, les plateformes de financement participatif. Ouais. Ça s'est développé, ça explose, à la fois pour des prêts, c'était très bien, plateforme de prêts, pas trop de risques, mais les plateformes de dons, les cagnottes, gros risque. Aucun contrôle sur la destination des fonds. Et on a vu récemment dans des affaires que ça pouvait servir à financer des frais de transport de djihadistes à l'aller ou au retour. Et y compris, c'est le moyen pour eux de se connecter et d'être ensemble. Deuxième exemple, et là c'est un domaine qui est en explosion et qui concerne en particulier la zone africaine, mais qui concerne aussi les relations entre la France et l'Afrique, c'est le développement du transfert de cash par l'utilisation de la téléphonie mobile et de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou de ce qu'on appellera demain, le téléphone banque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on est dans des pays où le taux de bancarisation est de 14 à 15%, ce qui est la moyenne dans la zone africaine, bien évidemment, la qualité de service qui va être donnée par des opérateurs bien connus, dont je ne donnerai pas la couleur, mais que vous pouvez identifier, il faut aussi que les obligations anti-blanchiment soient respectées. Et surtout, il faut que les informations qui sont détenues par l'opérateur téléphonique intègre le dispositif anti-blanchiment de l'établissement de monnaie, de l'établissement financier qui est le partenaire des opérateurs de téléphonie. Et ça, c'est un vrai défi mondial. Ancien risque, nouveau risque, le terrorisme, il se glisse où ? Partout, dans les deux ? Partout, puisque le terrorisme, d'abord, il utilise du microfinancement. Et donc, on voit dans les activités que l'on a développées et renforcées depuis 2 ans qu'on va trouver des modes de financement qui vont être aussi bien du transfert de fonds par les moyens traditionnels des opérateurs de transfert de fonds. On va voir l'utilisation possible aussi de la Walla pour transférer des fonds. On va peut-être demain, on ne l'a pas encore trouvé, mais ça pourrait exister, voir que l'utilisation de la téléphonie mobile pour du transfert de fonds est utilisée. On l'a vu, je l'ai cité, que les plateformes de financement participatif étaient utilisées. On n'a pas encore trouvé l'utilisation du Bitcoin ou des monnaies virtuelles, mais on a pu, et on l'a évoqué dans notre rapport d'analyse, que des échanges et des achats de produits stupéfiants par Bitcoin avaient été détectés en France. Donc si on fait de l'achat et la revente de stupes avec une conversion avec des bitcoins, on peut le faire pour beaucoup d'autres choses. Alors, 2 questions. Êtes-vous suffisant, y a-t-il suffisamment d'effectifs pour assurer cette mission ? Et est-ce que vous pouvez le faire tout seul ? Autrement dit, est-ce qu'il est important d'avoir pour le coup là, une coopération internationale ? Alors moi, je suis plutôt un directeur de service de renseignement heureux, puisqu'on augmente mes effectifs. Ils ont été multipliés par 2 en 5 ans, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue à augmenter de 15 à 20% nos effectifs par an, d'autant que notre activité explose. On a parlé des déclarations de soupçons, elles sont passées de 10 000 en 2010 à 60 000 en 2016. Donc elles ont été multipliées par 6. Nos effectifs n'ont pas été multipliés par 6. Alors on fait des gains de productivité, on s'organise. Et pour être plus efficace, il faut partager l'information. La force du renseignement, c'est le lien entre les agences, les structures d'échange, les structures d'enrichissement mutuel. Et là, effectivement, on a renforcé notre activité, notamment dans la lutte antiterroriste, puisqu'on a créé en France, en juin 2015, une cellule interagence. Il y a un agent de Tracfin qui est en permanence dans cette cellule pluridisciplinaire, interagence, pour traquer les finances des terroristes, et qui apporte la partie financière à l'ensemble des autres renseignements. Donc on dit souvent qu'on apporte des signaux faibles, mais ce sont souvent des signaux fiables. À partir de ce moment. Et alors, la coopération internationale, comment elle s'articule pour un service de renseignement comme Tracfin ? D'abord, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la mondialisation, la criminalité, elle est mondialisée depuis longtemps. Le financement du terrorisme, il est mondialisé par nature. Donc si on n'utilise pas des outils de coopération spécialisés, on est à côté du sujet. Donc depuis 1995, il existe une structure qui regroupe toutes les cellules de renseignement financier, donc tous les petits Tracfins du monde. Et ils sont dans cette structure qui s'appelle le groupe EGMONT, E-G-O-M-T. Alors ça veut rien dire, c'est le nom du bâtiment dans lequel, à Bruxelles, il y a eu la première réunion en 1995. D'accord. C'est notre Europol ou notre Interpol à nous. Et donc dans le cadre de ce groupe, dont le secrétaire général d'ailleurs récemment nommé est un Français, assez mondial, d'accord. 151 pays, donc il y a 151 cellules de renseignement financier. Et on a un système d'échange sécurisé, crypté, qui nous permet en temps réel d'échanger du renseignement financier. Donc ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse ? Est-ce que vous donnez toutes vos infos ? Est-ce que les autres donnent toutes leurs infos ? Ou est-ce qu'il y a encore de la méfiance ? Alors, de la souplesse, oui, parce qu'on est sur un système qui est sur le plan fonctionnel et technique très souple.
et de l'efficacité entre tous les pays, la réponse est non. Enfin, l'expérience montre, et d'ailleurs la publicité qui est faite à certains dossiers qui ont été révélés par Tracfin montre que la coopération avec Singapour, avec la Suisse, avec le Maroc fonctionne bien. Nos principaux partenaires sont la Belgique, le Luxembourg et les pays européens. Et on a d'ailleurs au sein de l'Union européenne les 28, parce que les Anglais sont toujours, un FIUNet qui permet aussi d'échanger entre nous. Mais il y a des améliorations à apporter, c'est indéniable. Est-ce qu'il ne faut pas aider certains pays qui n'ont pas quand même les moyens dont dispose la France ? Alors on le fait, puisque dans le cadre du groupe Egmont, il y a 2 ans, Tracfin était à l'origine de la création de ce qu'on appelle le Cercle de la francophonie, qui regroupe différentes cellules de renseignement financier. Et nous avons programmé dans les prochaines semaines, d'ailleurs, une formation franco-canadienne à destination des cellules de renseignement financier africaines. On a un partenariat très profond aussi en ce moment avec plusieurs cellules de renseignement financier sous l'égide du Cameroun qui ont pris l'initiative d'essayer de créer des échanges spécifiques sur le renseignement financier à destination de la lutte contre Boko Haram. Donc il y a beaucoup d'initiatives et on est toujours en partenaire. On a même été le parrain de l'intégration dans le groupe Egmont de nombreux pays et on a encore des parrainages en cours. Merci beaucoup Bruno Dalle. Je renvoie nos téléspectateurs à votre bilan, à votre rapport qui est sur Internet. Pour l'heure, l'entretien de l'IE est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.